Paulo Costa va-t-il se faire rouler dessus par Khamzat Chimaev? On va analyser ça dans cette vidéo parce que Paulo Costa vient de re-signer un contrat de 4 combats avec l'UFC et il cible de combattre entre autres Khamzat Chimaev et ce serait très très intéressant. Alors moi la question que je vais me poser dans cette vidéo c'est est-ce que Paulo Costa sera capable de défendre et les amener au sol de Khamzat Chimaev et plus particulièrement sera-t-il capable de défendre la première? Ce qu'on a vu dans quasi tous les combats de Khamzat à l'UFC, donc à l'exception de celui contre Gilbert Burns, à mon avis c'est parce qu'il respectait tellement le jiu-jitsu de Gilbert Burns qu'il ne l'a pas fait, même s'il a tenté de les amener au sol dans ce combat. Ce qu'on a vu dans tous ces autres combats à l'UFC, c'est que dans les 10 premières secondes, même peut-être dans les 5 premières secondes, il shoot pour un takedown et en plus de ça, il réussit et en plus de ça, il finalise très vite derrière ou en tout cas il surdomine le round une fois qu'il a amené son adversaire au sol. Donc la question c'est vraiment est-ce que Paulo Costa sera capable dès le début de défendre cette première amenée au sol? Parce que s'il y parvient, on aura peut-être une structure de combat comme Gilbert Burns contre Khamzat Chimaev où ça restera beaucoup debout et où la pression, le volume, l'intensité de combat de Paulo Costa pourrait lui servir pour gagner ce combat. J'ai un cheveu sur la langue. Alors, premier point. On va voir les stats. Au premier round, Paulo Costa s'est fait amener au sol 2 fois sur 12 tentatives. Les 2 fois, c'était contre Bam Goz. C'est pas un très bon indicateur en sachant que Bam Goz, il a fait une victoire, 4 défaites à l'UFC et que ses 2 seuls amenés au sol réussis dans toute sa carrière UFC, c'est contre Paulo Costa. Alors c'était en 2017, donc on va pouvoir nuancer. Depuis ce combat-là, il a une takedown defense de 100% réussie dans le premier round. 0 takedowns ont été réussis sur Paulo Costa sur 6 tentatives dans le premier round sur ses adversaires sûrs, à savoir Johnny Hendricks, Yoel Romero, Marvin Vettori et Luke Rockhold qui ont tenté. Évidemment, il y a eu un combat contre Israël Adesanya également, mais il n'y a pas eu de tentative de takedown au premier round. D'ailleurs, Marvin Vettori, il n'y en a pas eu au premier round, autant pour moi. C'est à partir du deuxième que Marvin tente. Et au total, depuis le combat contre Bam Goz, il a été amené au sol que 3 fois sur 18 tentatives, c'est-à-dire qu'il a une takedown defense de 83% à partir de ce moment-là, ce qui est plutôt bien. Et alors, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que Paulo Costa, il y a 3 étapes. Il y a très peu de tentatives de takedown sur lui parce qu'il met une pression et c'est difficile de shooter contre lui parce qu'on est très souvent sur son pied arrière. Donc forcément quand on shoot, à partir de son pied arrière, le shoot n'est pas très efficace. En plus de ça, il n'a pas une mauvaise défense d'amener au sol, on va dire purement, techniquement, il sait ce qu'il doit faire. Et une fois qu'il est au sol, il est très difficile à maintenir au sol. On regarde ça maintenant. Donc d'abord, on va regarder la toute première amenée au sol qui a fonctionné contre Paulo Costa à l'UFC. C'était à l'ouvert au début. Donc Paulo Costa va envoyer son middle kick. Bam Goz va l'attraper. Il va tenter une single leg takedown. Il va se rendre compte que Paulo Costa a vraiment un très bon équilibre, une très bonne stabilité. C'est difficile de l'amener au sol à partir de là. Donc il va le pousser à la cage. Ici, je vais simplement avancer. Faites juste attention à la jambe d'appui, le pied d'appui de Paulo Costa. Il va rebondir 2 fois. Donc il y a vraiment cet appui qui est très bon. Cette balance qui est très bon, cet équilibre qui est très bon. Une fois qu'on arrive ici, Bam Goz va essayer avec un crochetage de jambe et un crochetage de cheville d'amener au sol. Ça ne va pas fonctionner. Il va switcher vers une single leg opposée. Là, il va l'amener au sol, mais ça va être ultra bref. Il l'amène au sol, pouf, Paulo Costa se relève immédiatement. Je ne pense pas que l'UFC ait comptabilisé cette amenée au sol. Quand Paulo Costa se relève, Bam Goz va envoyer une frappe au visage. Paulo Costa va défendre très haut. Et ça, c'est la base d'inclure la lutte dans son pied-point en MMA. C'est attaquer la tête, l'adversaire bloque haut, ça expose les hanches, ça ouvre les hanches et on va shooter dans les jambes à ce moment-là. D'ailleurs, on voit très très bien sur cette image le b.a.-ba de la lutte MMA. On strike, on fait penser striking en hauteur au niveau de la tête à l'adversaire. Il défend haut, on shoot dans les jambes et Bam Goz arrive à prendre un bon grip et à amener ça au sol. Il soulève, il claque au sol. Et là, on va voir le réflexe défensif de Paulo Costa qui est toujours le même, mais qu'il a peaufiné avec le temps. Donc ici, il y a pas mal d'erreurs.
Ça, c'est pas une erreur. Il vient contrôler le poignet. Par contre, il tourne tellement son dos que Bamgoes, très simplement, va pouvoir utiliser son bras gauche et venir chercher le contrôle du dos. Ici, on va commencer à avoir un bon contrôle du côté de Bamgoes et on va avoir une première erreur de Paulo Costa. Ici, entre les deux, on voit que son bras droit a l'underhook, ce qui est bien pour lui. Mais ce qu'on devrait vouloir voir ici, c'est ce bras passer entre leurs deux corps pour pouvoir faire face à Bamgoes. Et ça, c'est important comme notion parce que là, il a ce problème. Plus tard, il ne l'a plus. Donc, on retient ça. Donc ici, ce qu'il fait, c'est il ne passe pas son bras, ce qui laisse l'opportunité à Bamgoes de venir chercher le dos. Donc ici, on voit que la jambe gauche de Bamgoes est en train de sauter pour venir prendre le dos de Paulo Costa. Et heureusement pour Costa, Bamgoes n'est pas un très bon grappleur. Il n'a pas assuré son crochet du côté droit, ce qui fait qu'il n'a aucun appui. Et dans la précipitation de la recherche du dos, il est beaucoup trop bas et il va se faire renverser par l'avant parce que Paulo Costa se met en... Yeah. Qu'est-ce qui s'est passé? Petit bug, mes excuses. Parce que Paulo Costa s'est mis en tripod ou en quadripode parce qu'il a vraiment ses deux mains au sol, ses deux jambes au sol. Il met son bassin le plus haut possible et forcément, ça fait effet toboggan. Puisque Bamgoes n'a pas son double crochet et n'a pas la ceinture de sécurité comme on appelle avec un overhook, underhook au niveau du haut du corps, il n'a aucune prise vraiment sur Paulo Costa. Il était déjà en train d'essayer d'étrangler, donc il a brûlé des étapes et ça lui a fait perdre la position avec un Paulo Costa qui arrive à se relever. Le combat d'après, Paulo Costa contre Johnny Hendricks, on est quasi dans la même situation. Paulo Costa envoie son kick, Hendricks l'attrape. Et ici, au lieu de défendre avec un contrôle de corps, ce que Paulo Costa va faire, c'est qu'il va venir chercher le crossface avec son bras gauche. Il va passer son bras gauche devant le visage de Johnny Hendricks et même devant le corps après. Et il va reculer sa jambe gauche pour éviter que Johnny Hendricks ne récupère un contrôle avec sa main droite qui est ici. Il n'y a que son underhook qui va pouvoir driver l'action. Donc l'underhook de Johnny Hendricks va pouvoir pousser Paulo Costa, mais étant donné qu'il n'a aucun appui ou grip sur l'autre jambe, Paulo Costa arrive à se séparer de l'action, envoyer son petit coup de genou, venir chercher le tie clinch et sortir de l'action. On passe au combat contre Luke Rockhold. Alors Luke Rockhold l'a amené au sol une fois dans le deuxième round. Alors attention, Luke Rockhold, c'est peut-être pas un lutteur, mais c'est un très bon grappleur, donc nuançons nos propos, c'est pas parce qu'il se fait amener au sol par Luke Rockhold que... Conclusion. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la défense ici. On est de nouveau dans une position quasi similaire à celle contre Bamgoes, avec un Luke Rockhold qui est plus éduqué, plus avancé en grappling que Bamgoes. Il vient directement chercher son crochet à droite. Alors, ce qui va nous intéresser, ça va être la réactivité et la réaction de Paulo Costa ici. Donc, Paulo Costa, ce qu'on remarque, c'est que premier réflexe, il essaye de rentrer son coude. Comme il l'avait contre Bamgoes. Mais sauf que ici, de base, il ne l'a pas, alors que contre Bamgoes, c'était par défaut, parce que Bamgoes avait passé son bras droit entre la tête et le bras de Costa. Ici, Luke Rockhold a compris qu'il fallait d'abord contrôler avant d'attaquer. Bref, ce que Paulo Costa va faire, c'est qu'il va rentrer son bras droit et en même temps, avec sa jambe droite, il va pousser l'action vers l'avant. Et les deux mouvements en même temps, ça va permettre à Paulo Costa de libérer son bras. Donc ici on voit, il va rentrer son coude entre leurs deux corps et dans deux screenshots, on va voir le bras sortir derrière Luke Rockhold. Peut-être 3 screenshots. Voilà, ici vous voyez le coude qui vient sortir ici. Son bras est bien passé entre deux et ça va lui permettre de faire face à Luke Rockhold. Non seulement faire face, mais ce qu'il est en train de faire, comme il a envoyé Luke Rockhold vers l'avant, mais que lui, avec son bras qui sort de l'autre côté, il part vers l'arrière. Donc il n'a plus qu'à libérer sa tête. S'il passe sa tête en dessous du bras de Luke Rockhold, il va vers son dos. Et c'est ça qui se passe. Au moment où il sort son bras, on voit sa tête qui est très très basse ici. Et hop, il va chercher le dos de Luke Rockhold. Je remets toute l'action parce que c'est intéressant de la voir, même si c'est screenshot par screenshot et c'est pas une vidéo. Hop, on revient. Voilà, à partir d'ici.
Il va rentrer le coude. Il va faire en sorte que le coude passe entre leurs deux corps. Il va sortir le coude pour venir prendre le dos. Et puis, il va libérer sa tête en dessous du bras de Luke Rockhold. Alors, très difficile à garder au sol. Face à Marvin Vettori, on a une séquence un peu similaire. Donc d'abord, une séquence similaire à Jones contre Gane. Hop, on esquive une frappe du côté fermé et on vient vers le dos. Alors évidemment, Jones, c'est un direct qu'il a envoyé, mais la logique est la même. Si vous parvenez à esquiver du côté fermé, vous avez une ouverture pour venir chercher le dos. Ici, Marvin Vettori vient chercher le dos, hop, et puis il va faire un crochetage de jambes un peu à la John Jones de nouveau. Donc il vient taper le genou contre le genou. Donc il casse la base en dessous. Il l'empêche, avec cette technique, il empêche Paulo Costa de venir marcher et déposer sa jambe plus loin, ce qui lui aurait servi comme prise d'appui. Et donc, jambe bloquée, haut du corps, vers l'avant. Et donc, si la base, elle avance pas, mais que le haut du corps avance, on tombe vers l'avant forcément. Voilà. Ici, on a le takedown. Alors, Marvin Vettori, très très bon réflexe ici. Il vient empêcher de nouveau Paulo Costa de venir poser son bras plus loin pour prendre appui, ce qui va le faire tomber. Ouais. Ici, il tombe. Deuxième beau réflexe de Marvin Vettori, c'est venir contrôler avec ses deux mains le bras gauche de Paulo Costa. Donc, il contrôle le bras ici, et puis il va venir chercher le contrôle du poignet en plus. Hop, vous voyez, ici, il cherche le contrôle de poignet. Maintenant, il va rentrer le poignet de Paulo Costa. Hop, vers le bas. Et ici, on a donc une ouverture pour venir chercher son crochet. Le crochet avec sa jambe pour venir sécuriser le début de la prise de dos. Mais Paulo Costa, très bon réflexe. Il va reculer son coude et empêcher, on va le voir ici, empêcher Marvin Vettori de venir prendre le crochet. Cependant, Vettori, du coup, il menace l'étranglement arrière, ce qui signifie que Paulo Costa, il doit venir défendre plutôt l'étranglement arrière en priorité. Et ça permet à Marvin Vettori de venir placer son crochet. Donc là, on se retrouve de nouveau dans une situation où Paulo Costa, son dos est quasi pris. Et c'est ça qui me fait un peu peur contre Khamzat. Donc on se retrouve dans cette situation. Je vais avancer un tout petit peu. Voilà, celle-là, j'aime beaucoup. Vettori, il a ce qu'on appelle le long hook. Donc il a un genre de double crochetage. Il ne vient pas chercher juste le crochetage de la cuisse, comme souvent on le fait. Il vient chercher en plus un double crochetage ici, au niveau de la cheville. Donc vraiment, il y a un genre de S qui se fait entre sa jambe et celle de Paulo Costa. Paulo Costa, très bien, il vient chercher le contrôle de poignet. Donc c'est lui qui a le contrôle du poignet de Vettori, de son bras réellement dangereux, et il prend appui avec son autre bras. Il a une bonne stabilité au sol. Maintenant, ce qu'il va faire, il va ouvrir son genou, tout simplement, en abaissant tout petit peu ses hanches et en essayant de faire un peu plus face à Marvin Vettori. On va le voir ici. Vous voyez son genou qui s'ouvre. Tac, tac. Maintenant que son genou est bien ouvert, il va tendre sa jambe. D'ailleurs, on voit que Marvin Vettori, son pied, galère vraiment à conserver un contrôle sur le pied et la jambe de Paulo Costa. Donc ici, il va ouvrir, il va tendre la jambe, puis il va essayer de la faire passer derrière celle de Vettori. Hop, et là, il essaie de rentrer son genou à l'intérieur pour enlever complètement le crochet de Vettori. Vettori réagit très bien et il garde le crochet, mais pas le long hook, le short hook, donc pas le long crochet avec le S. Là, il a un simple crochetage. Donc c'est un bon contrôle, c'est pas idéal. Et Paulo Costa maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avancer dans cette direction parce que Vettori n'a pas un très bon contrôle du corps de Paulo Costa, de son propre corps. Hop, il avance. Et ça lui permet de se libérer, de commencer à créer de l'espace, à travailler sur le grip de Vettori. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Hop, il commence à se lever. Il n'y a pas d'espace pour rentrer son coude à l'intérieur et passer son bras avec un underhook entre leurs deux corps. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va le passer par au-dessus de la tête de Vettori pour lui refaire face. Donc ici, poup, poup. Vettori pourtant essaie de défendre, il essaie de coller sa tête à la cage. Mais dans le mouvement, hop, Paulo Costa arrive à passer son bras devant. Et puis ici, tiens, il y a le underhook et on se retrouve dans un 50-50. Donc honnêtement, Paulo Costa, donc là, il vient vraiment chercher son underhook et on est au 50-50. Ok. Alors,
Conclusion. La conclusion, pour moi, c'est que c'est pas ultra rassurant le fait qu'il se soit fait amener au sol si facilement, je vais dire, contre Bam Goes, qui n'est pas spécialement ni un bon lutteur, ni un bon grappleur. On voit certaines améliorations chez Paulo Costa, mais mon impression, c'est que il a de si bonnes statistiques parce que les gens prennent peur debout contre lui. Il n'a pas affronté de gros lutteurs, des mecs qui viennent absolument lutter dès le début et qui sont connus pour un excellentissime contrôle. À part Marvin Vettori, plus ou moins. Et en fait, au final, dans cette division des middleweight, il n'y a pas encore ce gros lutteur dans le top de la division. Quand on regarde Israel Adesanya, Alex Pereira, Whittaker, Marvin Vettori, c'est les 4 gros noms de la division et Paulo Costa, on a déjà rencontré 2. Ils sont pas connus pour être comme des Khabib ou comme des Khamzat. C'est vraiment un style différent qui sont soit complets, soit plutôt des strikers, soit Marvin plutôt un bon lutteur, mais pas un excellentissime lutteur. Il n'a pas tout le temps à poser sa lutte dès le premier round avec une grosse pression au sol. Ce qui fait que dans ce combat contre Khamzat, je pense que ça va être quelque chose de nouveau pour Paulo Costa. Alors il y a une question de poids. Paulo Costa, c'est un middleweight de base, c'est même quelqu'un qui galère à faire le poids en middleweight, mais Khamzat, c'est quelqu'un qui a jamais réellement réussi welterweight, ou très difficilement, et je le vois même galérer à faire middleweight, parce que j'ai l'impression que Khamzat va vraiment travailler son frame pour la division et va venir comme un vrai middleweight. Donc pour moi, il n'y a pas cette notion de Paulo Costa va avoir un avantage physique, un si gros avantage physique, peut-être sur les 5 rounds, mais en tout cas, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment ce premier round, ce premier takedown. S'il le défend et s'il défend peut-être les takedowns dans le premier round, là il prend un sacré avantage selon moi sur la suite du combat en pied-point, mais j'ai l'impression que Khamzat va pas revenir à ses fins, parce que Khamzat va directement avancer. En tout cas, ça doit être sa stratégie, ça doit être d'avancer, de ne pas laisser Paulo Costa le mettre sur son pied arrière. Il doit avancer, il doit shooter tôt, il doit shooter bas, il doit joindre ses mains derrière et en dessous des fesses de Costa et l'amener au sol. Et je pense, de ce que je vois là, qu'il va en être capable et qu'il va même être capable d'avoir le contrôle. Parce que ce réflexe qu'a Paulo Costa de défendre en créant un scramble et en donnant son dos, c'est pas encore 100% au point. Je trouve qu'il laisse des ouvertures pour prendre le crochet, pour prendre le long crochet, pour prendre la ceinture de sécurité, pour menacer les étranglements. Donc de prime abord, mon premier pronostic, ça va être Khamzat va faire une Khamzat habituelle. Ça, c'est mon premier pronostic.